Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, il y a un papier qui fait beaucoup parler de lui, c'est la dernière étude de Didier Raoult, co-signée par Didier Raoult, qui est l'étude qu'on appelle l'étude des 30 000. Alors, c'est une étude en préprint, donc qui n'a pas été relue par les pairs, qui serait une étude rétrospective, qui inclut 30 000 patients, certains qui ont été pris en charge à l'IHU Méditerranée Infection. Certains de ces patients ont été traités avec hydroxychloroquine, azithromycine, d'autres avec autre chose, d'autres avec rien, et cette étude démontrerait l'efficacité de la bithérapie hydroxychloroquine, azithromycine pour réduire la létalité du Covid, démontrerait donc que à l'IHU on a sauvé des vies. Si vous n'êtes plus certain de la différence entre létalité et mortalité, je vous renvoie à cette vidéo. Le problème, c'est que cette étude, on a de fortes suspicions qu'en fait, ça soit un essai clinique illégal, un essai clinique sauvage, un essai clinique de type RIPH1 qui n'est pas déclaré, qui n'a pas reçu les autorisations nécessaires à sa conduite. À ça, Didier Raoult dit, alors peut-être, n'empêche que toutes les données qu'on a dans l'étude, on les a publiées, sont certifiées par huissier, et si vous les analysez, vous verrez qu'on a raison, qu'on a sauvé des vies parce que la mortalité, elle était réduite. Et bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce que, si on reprend le contexte scientifique de la conduite de cette étude et de la publication de cette étude, donc là en mai 2023, il faut se rendre compte que depuis fin 2020, la majorité, si ce n'est l'ensemble des études de bonne qualité étudiant l'effet d'hydroxychloroquine associé ou non à l'azithromycine pour traiter le Covid montrent qu'il n'y a au mieux pas d'effet, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas sauf à l'IHU. Alors, ça soulève trois hypothèses. La première hypothèse est que l'ensemble des chercheurs du monde sont nuls, ou complotent contre l'hydroxychloroquine ou contre Didier Raoult, qui est un complot de Big Pharma, et que tout le monde a tort, sauf Didier Raoult. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas à Marseille, c'est la magic touch, qui fait que ça marche à Marseille et ça ne marche pas ailleurs. Alors ça, c'est possible. Je ne sais pas ce que c'est, l'imposition des mains ou le pouvoir de la Sainte Barbe, je ne sais pas. C'est en tout cas l'hypothèse qui est avancée dans l'article, et ça je vous mens pas, ils disent vraiment, ça marche à Marseille parce que à cause des soignants qu'on a, de la prise en charge particulière, etc., mais on ne peut pas transposer les résultats ailleurs. Bon. Et la troisième hypothèse, c'est que en fait, l'étude conclut des choses que les données ne permettent pas de conclure. C'est-à-dire que les données doivent être les mêmes que les données qu'on a dans le monde entier, et montrer qu'il n'y a pas d'effet, et puis l'étude utilise ces données pour conclure quelque chose qu'elle ne devrait pas pouvoir conclure si on analysait les données correctement. Donc nous, c'est cette hypothèse-là qu'on va attaquer. Il faut remarquer que depuis le début, je dis on et nous, parce qu'en fait, on a été plusieurs à bosser sur cette analyse, et puis je mettrai en description les noms des gens qui ont travaillé avec moi s'ils veulent sortir de l'anonymat. Donc on va faire juste une analyse propre, posée, on ne va pas attaquer les personnes, on va même pas attaquer la légalité de l'article, mais juste voir si les données permettent de répondre à la question. Déjà, si elles permettent de répondre à la question est-ce qu'il y a un effet d'hydroxychloroquine associé ou non à l'azithromycine sur la létalité, et puis surtout si ça permet de conclure en faveur du bénéfice du traitement. Donc on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va commenter un petit peu ce qui a été fait dans l'article, pour voir un peu leur méthode, et dans un deuxième temps, on va voir comment nous on fait, et ça permettra de comparer, de comprendre en fait les différences qu'il y a entre leurs conclusions et nos conclusions à nous. Voilà, on se retrouve tout de suite. En préambule, sachez que vous ne verrez pas les données brutes de cet article parce que si cette étude est effectivement illégale, la collecte des données est elle-même illégale et leur traitement est illégal, donc je suis moi-même dans l'inégalité en traitant ces données. Donc je ne vous montrerai pas ces données brutes et je ne vous dirai pas où aller les chercher, elles sont disponibles en ligne et vous pouvez les trouver facilement, mais vous ne les verrez pas de ma part. Voilà, on peut commencer. Et on va commencer en pointant d'emblée les plus gros problèmes méthodologiques. Alors on va pas tout relever parce qu'il y en a beaucoup, mais on va relever les plus critiques. Et premièrement, il y a un biais de sélection des patients énorme. L'IHU a traité quasi systématiquement à l'hydroxychloroquine et azithromycine tous les patients consentants ne présentant pas de contre-indication à cette prescription. Les contre-indications pour cette prescription sont en gros certaines pathologies cardiaques. Or, le Covid provoque des dommages cardiaques. Donc on se retrouve de fait avec un groupe contrôle composé de patients ayant de base un risque de mourir du Covid supérieur à ceux du groupe traité. D'une manière générale, les groupes sont d'ailleurs assez mal équilibrés en termes de comorbidité et d'âge, et la stratification des âges telle qu'elle a été effectuée ne permet pas de contrôler pleinement ce facteur confondant. On voit par exemple sur ce graphique la distribution des patients par tranche d'âge et par traitement, et ce dont on aperçoit c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité.
Plus les barres sont claires, plus les patients sont jeunes, et on voit par exemple que dans le groupe ivermectine, on a quasiment la moitié des patients qui ont plus de 70 ans. Donc on se retrouve de fait dans la situation où si on tire des patients au sort des différents groupes de traitement, ces patients n'ont statistiquement pas la même chance de survie, dû simplement à la différence d'âge des groupes. Et au niveau des comorbidités, on retrouve exactement la même chose. Ce graphique représente par exemple la proportion de patients dans chaque groupe qui présentent telle ou telle caractéristique, que ce soit la tranche d'âge, le patient management, si c'est un patient qui vient en hospice jour ou qui est hospitalisé ailleurs, et puis les comorbidités. Alors ce qu'on voit au premier coup d'œil, c'est que si les profils des patients étaient similaires dans tous les groupes, eh bien on aurait les mêmes images pour chacun des traitements. Or, c'est pas le cas. On peut observer par contre qu'on observe des profils similaires entre les groupes hydroxychloroquine et azithromycine et le groupe Other qui correspond au groupe contrôle pour lequel il n'y a pas de traitement. Mais en fait, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Il faut s'intéresser à la distribution de ces pathologies par patient, parce qu'on peut se retrouver dans le cas où un patient présente plusieurs pathologies, plusieurs comorbidités. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé pour chacun des patients le nombre de comorbidités qu'il avait, et on a calculé le nombre de patients qui présentaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 0 comorbidité par traitement. Donc c'est ce qu'on voit, et on voit que là, encore une fois, la répartition des patients polymorbides n'est pas la même en fonction des groupes. Mais vous allez me dire, oui, mais on voit qu'en fait, l'image, c'est la même entre le groupe contrôle et le groupe hydroxychloroquine azithromycine, et donc finalement, la distribution, ces deux groupes se ressemblent. Et bien là encore, il faut aller un petit peu plus loin. Ce graphique est strictement le même que le précédent, sauf que on a aussi compté le nombre de patients pour lesquels on n'avait pas d'informations sur les comorbidités. Et ça, c'est le grand rectangle blanc qu'on voit tout en bas des barres. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, pour les patients dans le groupe contrôle, eh bien, on a beaucoup d'informations manquantes. Et c'est-à-dire que pour ces patients, en fait, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de comorbidité, c'est juste qu'on ne le sait pas. Donc on ne peut pas contrôler, ajuster pour ces comorbidités. Donc on ne peut pas s'assurer que les groupes sont vraiment homogènes. En fait, ce qui se passe quand on regarde sur ce graphique, donc c'est la même chose qu'avant, mais éclaté par période. Donc chaque carré, chaque graphique individuel représente une période, et bien on se rend compte qu'on n'a pas d'informations du tout sur les comorbidités pour les 3 premières périodes, donc jusqu'à novembre-décembre 2020. On n'a pas de données sur les comorbidités pour l'année 2020. Ceci dit, ça nous laisse quand même toute l'année 2021 pour exploiter les données et voir ce qu'on peut en tirer. Un autre problème méthodologique qui est d'ailleurs discuté dans la discussion de l'article, c'est que on est dans le cadre d'une étude en intention de traiter. Ça signifie qu'une fois qu'on a décidé de donner un traitement au patient, on lui donne la prescription, mais on n'a aucun contrôle sur le fait que le patient prenne ou pas le médicament qu'on lui a prescrit. Donc ça limite un petit peu les possibilités de savoir vraiment si ce qu'on observe c'est l'effet du médicament ou pas. Enfin, le point le plus problématique à mon sens en termes d'interprétation des données, c'est que dans l'ensemble de leur étude, les auteurs testent l'efficacité de l'association hydroxychloroquine-azithromycine contre les autres traitements, donc contre l'ivermectine, contre l'ivermectine azithromycine, etc. Et ça, c'est une erreur en soi parce qu'on doit tester le traitement supposé contre l'absence de traitement, donc savoir est-ce que le traitement fait mieux que rien, ou le traitement supposé contre le traitement standard utilisé au moment de l'étude, ce qu'on appelle le standard of care. Là, imaginons que vous ayez un traitement X qui tue 50% des patients, et puis vous vous dites, bah, vous voyez, moi mon traitement, il fait quand même mieux que ça parce qu'il en tue que 40%. Puis qu'en fait, le taux de mortalité dans la maladie, c'est 10% quand on fait rien. Ben, vous dites, mon médicament, il fait mieux que l'autre traitement, mais en réalité, votre médicament, il fait pas mieux que rien. Et donc, on doit évaluer son médicament soit contre rien, soit sur ce qui se fait de mieux en ce moment. Dans leur article, les auteurs décrivent le traitement hydroxychloroquine-azithromycine comme le standard of care au sein de l'IHU, ce qui est un non-sens scientifique au vu de la littérature scientifique de l'époque, et ça biaise l'ensemble des analyses subséquentes de leur étude. Si on calcule la létalité à partir des données brutes, voilà ce qu'on observe. Donc ici, vous avez en vert les données, les résultats du groupe contrôle, en bleu la bithérapie hydroxychloroquine-azithromycine, et en rouge les résultats qui font moins bien que le groupe contrôle. Donc si on compare les résultats au groupe contrôle, on voit que tous les traitements sont associés à une létalité plus élevée que le groupe contrôle, sauf le traitement hydroxychloroquine-azithromycine. Et cette différence, elle est marginale, on passe de 1,1% à 3%. Et à cette étape descriptive, il n'est pas possible d'affirmer que cette différence elle est statistiquement significative. Le taux d'entrée en soins intensifs, c'est la colonne qui s'appelle ICU. ICU. Le taux d'entrée en soins intensifs, il est systématiquement pire chez les patients traités que chez les patients du groupe contrôle, sauf encore pour la bithérapie hydroxychloroquine-azithromycine. Là encore, toutefois, il n'est pas possible d'affirmer à ce stade que les différences sont significatives ou qu'elles ne sont pas dues à un facteur confondant comme l'âge
ou les comorbidités. On ne peut pas conclure pour le traitement hydroxychloroquine associé à l'ivermectine parce que le groupe est trop petit, on n'observe pas de mort dans ce groupe, donc on ne peut pas calculer un taux de décès. On remarque que les groupes y sont très mal équilibrés, avec plus de 2/3 de la cohorte qui est traitée avec hydroxychloroquine et azithromycine, et les faibles effectifs dans les autres groupes rendent les analyses statistiques très difficiles. Pour tester l'efficacité des traitements et de la bithérapie hydroxychloroquine azithromycine sur la mortalité, on doit contrôler les facteurs confondants. Donc l'approche standard, c'est de mener une régression logistique, et le but de cette régression, c'est de construire une équation et un modèle statistique qui permet de calculer le risque de mourir d'un patient selon certaines conditions, donc le traitement, les comorbidités, etc. Et ça permet de distinguer quelle part de la létalité est imputable au traitement et quelle part de la létalité est imputable à d'autres variables comme l'âge, l'obésité, etc. On calcule ce qu'on appelle ici des effets ajustés. Dans leur étude, les auteurs utilisent comme prédicteurs le sexe, l'âge découpé en classes, les périodes qui correspondent aux différentes vagues épidémiques et du coup aux variants également, et le patient management. Ça, c'est une variable qui décrit si le patient est arrivé en hospitalisation de jour à l'IHU ou s'il arrive d'un autre service, d'une autre hospitalisation. Nous, ce qu'on propose comme analyse, c'est une analyse qui tient compte du traitement, donc le groupe contrôle constituant le groupe de référence, on veut toujours voir si le traitement il fait mieux ou moins bien que rien, le sexe, l'âge, l'obésité, le statut vaccinal, l'hypertension, le diabète, l'asthme, le BPCO, la présence ou non de cancer, l'immunodéficience, les pathologies cardiaques chroniques et les maladies auto-immunes. Donc ça, ce sont des données qui concernent essentiellement l'année 2021 puisqu'on n'a pas ces données de comorbidité sur l'année 2020. Les résultats de ce modèle sont présentés dans ce tableau qui contient 5 colonnes. La première colonne, term, contient la variable d'étude, donc que ce soit le traitement ou les comorbidités. La deuxième variable, estimate, présente le coefficient de cette variable. Les deux colonnes d'après, on s'en fiche. Et la colonne p-value présente la p-value qui nous dit s'il y a un lien statistiquement significatif entre la variable d'intérêt et la létalité. Dans ce tableau, seuls les éléments dont le champ p-value est surligné en vert ont une association statistiquement significative avec la létalité. L'intercept, c'est l'estimation que fait le modèle lorsque toutes les variables explicatives sont à 0. Donc dans notre cas, les sujets qui sont dans la tranche d'âge inférieure à 50 ans, dans le groupe contrôle, sans comorbidité. Ça sert de référence. Ce modèle nous indique qu'aucun traitement n'est associé à une augmentation ou une diminution de la létalité. En revanche, des facteurs statistiquement associés à une variabilité de cette létalité existent, et ce sont l'âge, plus on est vieux, plus on meurt, l'obésité et le statut vaccinal, puisque sans surprise, plus on est vacciné, moins on meurt. Alors notons qu'à ce stade, on ne peut pas interpréter les coefficients de ces covariables sans tomber dans un biais d'interprétation qui s'appelle la fallacie de la table 2 et que je ne vais pas développer maintenant. Pour compenser les données manquantes et les effectifs déséquilibrés qu'on a vus auparavant, on a effectué cette même analyse dans un framework bayésien et je vais vous présenter maintenant le graphique de cette analyse. La façon dont ce graphique se lit est la suivante. Les points rouges représentent les variables associées à une réduction de la létalité, les points bleus à une augmentation de la létalité, et puis les barres horizontales qu'on voit de part et d'autre de ces points représentent l'intervalle de confiance associé au coefficient de la variable. Seules les variables dont la ligne horizontale ne coupe pas la barre verticale passant par la valeur 1 ont un effet significatif. Et on voit qu'on obtient les mêmes résultats que ceux que je vous ai présentés dans le tableau auparavant. Une façon classique d'analyser l'effet d'un traitement sur le taux de décès est d'effectuer une analyse de survie. Dans une analyse de survie, on tient compte du temps de survenue du décès après la mise en œuvre du traitement, et dit trivialement, on compare à quel rythme les gens meurent en fonction du traitement. En réalité, on calcule pour chaque patient la probabilité de mourir à un instant donné par rapport au groupe dans lequel il se trouve. C'est une analyse qu'on peut mener ici puisque l'on dispose du jour de survenue du décès de chacun des patients qui sont décédés dans l'étude. On représente cette analyse sous la forme d'un graphe de Kaplan-Meier dans lequel les courbes représentent le pourcentage cumulé de survivants dans le temps par traitement et les colorations transparentes indiquent les intervalles de confiance. Dans cette analyse, à première vue, les patients traités meurent moins vite, donc les patients dans le groupe traité sont les patients pour la ligne bleue-verte, les patients du groupe contrôle sont dans la ligne rose transparent, rouge transparent, donc les patients traités meurent moins vite a priori, puisque la ligne descend moins vite, et cet effet est significatif puisque les intervalles de confiance ne se superposent pas. En revanche, on observe un biais de temps immortel dans le groupe hydroxychloroquine azithromycine, aucun patient ne décède durant les 3 premiers jours.
Dans leur papier, les auteurs expliquent qu'ils ont utilisé le même protocole que dans les études précédentes en ce qui concerne le traitement. Dans ces précédentes études, les auteurs avaient classé dans le groupe traité les patients ayant reçu hydroxychloroquine, azithromycine pendant au moins 3 jours. Les patients décédés pendant cette période avaient été affectés au groupe contrôle. Et ça constitue ce qu'on appelle un biais de temps immortel parce qu'il existe un intervalle de temps de 3 jours pendant lequel il est impossible pour un patient du groupe traité de mourir. Et ça fausse l'analyse. On peut faire l'analogie avec la thérapie du bisou magique. Mon protocole est le suivant. J'ai des patients malades et tous les jours, pendant au moins 10 jours, je leur fais un bisou magique. Si un patient décède durant ces 10 jours, alors mon protocole n'est pas complet et le patient passe dans le groupe contrôle. Au bout de 10 jours, je peux vous garantir que 100% des patients ayant reçu le protocole du bisou magique ont donc survécu. Mais c'est pas à cause du protocole, mais à cause de la manipulation statistique. Si on réaffectait correctement les patients, il y a fort à parier que les différences observées ne seraient plus significatives ou en tout cas que l'effet serait beaucoup moindre, car la courbe rouge serait légèrement plus haute et la courbe bleue légèrement plus basse. Maintenant, on peut également corriger cette analyse de survie qu'on vient de faire en tenant compte des autres variables comme l'âge, le sexe, etc. pour identifier l'effet ajusté au traitement dans la survie. Nous, on a choisi d'ajuster par âge, sexe et statut vaccinal, ce qui est un modèle somme toute assez modeste. Et quand on fait ça et qu'on affiche les courbes de survie ajustées pour ces covariables, eh bien on se rend compte que les intervalles de confiance sont complètement chevauchants et qu'en fait le traitement est non significatif. On est incapable de distinguer l'effet du traitement sur cette analyse de survie, on est incapable de savoir si le signal qu'on observe est réellement dû au traitement ou pas. Voilà les analyses, somme toute assez simples, qui auraient pu être faites, qui auraient peut-être dû être faites pour répondre à la question de l'efficacité sur la létalité de la bithérapie hydroxychloroquine azithromycine. Sur la base de ces données, personnellement, si on me demandait si les données associées à l'étude permettaient de répondre à la question d'une part de l'efficacité de la bithérapie sur la létalité associée au Covid, je dirais que non, les données ne permettent pas de répondre en l'état. Et si on me demandait si elles démontraient l'efficacité de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine pour réduire la létalité du Covid, je dirais absolument pas. Donc sur la base de ça, et par rapport aux 3 hypothèses que j'ai soulevées en début de vidéo, libre à vous de considérer qu'il y a un complot mondial ou que les chercheurs sont nuls et que Didier Raoult a raison contre tous, ou de penser qu'il y a un facteur magique qu'on ne contrôle pas à l'IHU. Pour ma part, je continuerai à penser que les données ont été maltraitées.